Bonjour et bienvenue sur LCP. Ce 8 juillet, le ministre de l'Économie et des Finances est convoqué à l'Assemblée nationale. Il doit s'expliquer sur un dossier fiscal complexe qui est dans le viseur des parlementaires, le CumCum. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, d'une pratique de fraude fiscale qui permet à des actionnaires étrangers de sociétés françaises de ne pas payer l'impôt sur les dividendes avec la complicité des banques. Eh bien, ce montage financier, les parlementaires l'ont interdit à l'unanimité par un vote dans les deux chambres. Et seulement voilà, une instruction de Bercy a limité la portée de la loi. Attendu de pied ferme sur cette affaire de CumCum, Éric Lombard défend son action. Merci d'abord, Monsieur le Président, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette audition. D'abord, je suis évidemment à la disposition de l'Assemblée nationale et notamment de votre commission, mais ça me permettra peut-être d'expliquer un dossier technique. Alors, je vais me permettre de commencer, c'est inhabituel, de rappeler ce que c'est que cette fraude, avec un transparent qui est aussi affiché. En fait, les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à retenue à la source. Et certains non-résidents, dans ces cas-là, organisent momentanément le transfert au profit soit d'un Français, soit d'un non-résident d'un pays exonéré, afin que la retenue à la source ne soit pas prélevée. Et ensuite, après le transfert temporaire, il y a absence de prélèvement à la source, il y a retour dans les mains du propriétaire initial avec le produit du dividende exonéré de retenue à la source. Donc c'est à l'évidence une fraude et je reviendrai à la façon dont nous veillons à ce qu'elle ne se produise pas ou à ce qu'elle soit poursuivie. Alors, avant cela, il faut savoir comment fonctionnent les marchés financiers de façon très simple. D'abord, une opération de gré à gré. Une opération de gré à gré, c'est très simple, ça peut se produire sur tout marché. Dans ces cas-là, l'acheteur connaît le vendeur. Ce qui veut dire que si dans ces cas-là, l'acheteur est acteur d'une fraude, ça peut être tracé plus facilement, puisque, en plus, dans ces cas-là, normalement, il y a des échanges de textes, de papiers qui permettent de remonter jusque-là. Le sujet est plus compliqué, c'est le dernier transparent, quand on intervient sur un marché réglementé. Parce que dans l'immense majorité des cas, un marché réglementé, c'est quoi? C'est la Bourse de Paris, c'est Euronext. Et quand vous achetez ou vous vendez un titre sur Euronext, votre acheteur ou votre vendeur, c'est la chambre de compensation. C'est-à-dire, c'est une énorme institution financière qui fait l'interface. Et donc, vous ne savez pas à la fin qui achète et qui vend le titre, sauf disposition particulière qui est possible. Et nous y reviendrons dans le cas des CumCum. Voilà, j'ai voulu rappeler ces sujets très simples parce que c'est important pour la suite. Et je souhaite dissiper les malentendus et corriger certaines contre-vérités qui sont éventuellement diffusées. Et je voudrais, pour terminer cette introduction, assurer les membres de votre commission, ce gouvernement, comme les précédents d'ailleurs, est extrêmement engagé à lutter contre toutes les formes de fraude fiscale, dont d'ailleurs dans l'exécution 2025, on voit que le résultat est supérieur à ce qu'il était les années précédentes. Et nous veillons à ce que les services de contrôle bénéficient des moyens adéquats. C'est tout à fait clé dans une démocratie. Alors, on nous dit que les gouvernements précédents, et là je veux défendre mes prédécesseurs, en tout cas sur cet aspect des choses, n'auraient rien fait. En fait, c'est complètement inexact. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont la lutte contre cette fraude a commencé. Elle n'a pas commencé en regardant les marchés financiers, elle n'a pas commencé en regardant les opérations, elle a commencé parce que les équipes de Bercy ont eu vent dans la littérature de l'existence de cette fraude. Et nourris de ces études faites, y compris d'ailleurs à l'étranger, ils ont été visiter les banques pour vérifier si ce qui était évoqué dans cette littérature était vérifié, et c'était le cas. Et donc, les premiers redressements ont été effectués en 2017. Donc, dès 2017, les services de Bercy avaient le vent de cette fraude et ont commencé à redresser sur des opérations de prêt-emprunt de titres, hein, c'est les opérations que je vous ai présentées, réalisées au cours des années 2014 et 2015. Ensuite, il est apparu au service vérificateur, regardant ce qui se passait, il est apparu que d'autres schémas litigieux étaient en place sur des contrats plus sophistiqués, avec des contrats à terme sur action, les fameux dérivés, ou sur indices,
encore plus compliqué. Et donc, l'administration a notifié des redressements en appliquant la procédure d'abus de droit fiscal, procédure qui permet de cibler les schémas de fraude en allant au-delà des apparences pour chercher les apparences qui chercheraient à égarer les services de contrôle. Et je ne veux pas aller trop loin, sauf question sur le fondement de ces procédures, mais c'est tout à fait essentiel, évidemment, en droit, que ces procédures soient fondées, parce qu'il y a des faisceaux de preuves, il n'y a pas toujours des preuves absolues, et la procédure d'abus de droit fiscal est celle qui nous a paru la plus efficace, enfin, qui était parue au service de contrôle la plus efficace. Alors ça aboutit aussi à plusieurs dépôts de plaintes et une dénonciation fiscale auprès du parquet national financier, le PNF, le 28 mars 2023. Et à la suite de cela, vous vous en souvenez peut-être, 5 établissements bancaires ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'enquêtes sur les délits de fraude fiscale aggravée de blanchiment. Donc on voit bien que l'État est intervenu de façon très vigoureuse et depuis 2017, ce sont près de 4,5 milliards d'euros. Et le chiffre de 4,5 milliards d'euros qui circule, il vient de là, parce que ce sont le montant des redressements qui ont effectivement été notifiés au titre de cette fraude. Donc 4,5 milliards d'euros notifiés, ce n'est pas exactement la marque d'une inaction. Quant à considérer que ce montant serait répété chaque année, c'est une accusation. S'il y a des preuves, il faut qu'elles soient produites, parce que c'est une accusation qui me semble lourde, mais qui évidemment ne vise pas le gouvernement. J'en viens maintenant aux dispositions adoptées dans la loi de finances pour 2025 et qui avaient pour objectif de renforcer l'arsenal à disposition des services de contrôle pour lutter contre cette fraude. Il a été reproché aux gouvernements qui se sont succédés de s'être opposés à la démarche du Parlement et notamment celle du Sénat qui a pris l'initiative de ce texte. Ce n'est pas exact. Le gouvernement, dans son rôle, est intervenu avec la préoccupation constante de sécuriser juridiquement les dispositions envisagées, et cela dans un dialogue que vous observez tous les jours, mais en l'occurrence qui s'est produit au Sénat. Et c'est dans cet esprit qu'un sous-amendement a été déposé pour apporter des clarifications de nature à préciser les conditions d'application du mécanisme anti-abus, ainsi renforcées justement par le Sénat, et pour assurer la solidité juridique des redressements qui prendraient appui sur ces dispositions. Et d'ailleurs, comme nous ne savons pas où en est le travail du parquet national financier, séparation des pouvoirs, nous espérons que les fondements sont solides, évidemment. Une fois le vote de l'amendement acquis, la démarche du gouvernement était de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis, afin, une fois l'avis rendu, de savoir quel texte il convenait de prendre. Et cet avis du Conseil d'État a été lui-même rendu public. Et cet avis a suggéré plusieurs corrections et améliorations du dispositif. Et d'ailleurs, ces propositions ont été remises par la commission mixte paritaire. Donc, encore une fois, en aucun cas il y a eu d'obstruction, il y a eu une co-construction tout à fait féconde. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, a été interrogé sur le fonctionnement du mécanisme anti-abus pour les transactions sur les marchés réglementés. Et là, on voit bien qu'on est au cœur du sujet, puisque dans les marchés réglementés, comme on l'a dit, dans la plupart des cas, la contrepartie n'est pas connue de l'acteur, mais elle peut l'être, et quand il y a une fraude, justement, elle l'est. Et quelle est la question, en fait, qui est posée? Doit-on, pour être certain qu'il n'y a pas de fraude, soumettre toutes les transactions sur contrat à terme lorsque l'état de résidence de la contrepartie n'est pas connu, à retenue à la source, et j'y reviendrai parce que c'est le cœur du débat technique. Donc, considérant sur la base du Conseil d'État qu'il n'était pas nécessaire, y compris sur les marchés réglementés, de connaître sa contrepartie, on a dit que ce n'est pas possible, le gouvernement a apporté son plein soutien au dispositif ainsi modifié et tel qu'interprété. Alors, dernier point, et j'en terminerai. Qu'en est-il du rescrit publié au BOFIP, le bulletin du ministère des Finances, du 17 avril 2025 et a-t-il ouvert une brèche affaiblissant la loi votée par le Parlement? La loi nouvelle, en réalité, a entraîné de nombreuses interrogations de la part d'établissements qui se sont interrogés sur son champ d'application, ce qui est le cas souvent. Et ce sont ces questions qui nous ont conduit à publier le rescrit. Parce que, en effet, notamment la Fédération bancaire française, dont son rôle est
Bercy et le ministre, dans sa fonction, échangent en permanence avec les fédérations professionnelles, trouvaient que l'application du texte devait être précisée. Et il nous a semblé, avec les services de Bercy, que le devoir du gouvernement était d'expliciter, comme à chaque fois qu'il est nécessaire, la loi fiscale nouvelle, compte tenu de la complexité des matières qui sont touchées. Et je pense que les contribuables doivent connaître le cadre fiscal de façon claire et non ambiguë. Et nous savons que parfois ça demande de préciser les textes votés par le Parlement dans sa souveraineté. Et je ne pense pas que l'incertitude de ce côté-là soit une aide. Alors, nous devions apporter les réponses demandées, y compris celles qui touchaient au fonctionnement des marchés réglementés. Et là, on touche à un des points de la polémique. C'est que cette précision qui est dans le BOFIP, il est vrai, et ça a été révélé par le rapporteur général après avoir lu tous les textes qui ont été mis à Bercy, qu'un de mes services m'avait conseillé la prudence sur cette phrase qui touchait les marchés réglementés au titre de la prudence. Et j'ai considéré que, compte tenu de l'avis du Conseil d'État, il valait mieux clarifier les choses et qu'il fallait une réponse et que c'était bien dans ma responsabilité. Et croyez bien que j'y ai passé de nombreuses heures à lire les avis du Conseil d'État, à écouter les administrations. Alors, pour conclure, venons-en au fond. Le rescrit publié indique que lorsque les opérations interviennent sur un marché réglementé, les dispositions du nouveau mécanisme anti-abus n'imposent pas de soumettre cette opération à retenue à la source. De manière préventive, si l'établissement payeur ne connaît pas effectivement sa contrepartie, encore une fois, c'est le cas dans la majorité des cas, parce que si on fait autrement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on soumet l'intégralité des transactions sur le marché réglementé à une retenue à la source préventive. Alors, je vais vous donner 2 chiffres. Le marché réglementé de la place de Paris, Euronext Paris, c'est 4 milliards d'euros de transactions quotidiennes. La fraude, elle est aux dividendes. Les dividendes, rien que sur les sociétés du CAC 40, en 2024, c'était 72 milliards d'euros de dividendes. La retenue à la source moyenne, c'est 20%. Donc, si on soumet tous les dividendes de la place de Paris à retenue à la source, ça veut dire que pour les acteurs qui en seraient exonérés, et c'est un mécanisme qui existe en Allemagne, il faut ouvrir un nouveau guichet leur permettant de se faire rembourser la retenue à la source trop perçue. J'ai craint qu'un tel dispositif nuise au fonctionnement de la place de Paris et se traduise par des transferts massifs des opérations sur d'autres places, notamment de l'autre côté de la Manche. Et donc, la réaction retenue dans le BOFIP, elle est conforme à l'avis du Conseil d'État et elle ne fait pas obligation aux établissements payeurs de prélever la retenue à la source dans l'hypothèse où la contrepartie n'est pas connue. Et je fais le lien avec ce que je disais en introduction. Encore une fois, ce n'est pas en examinant les marchés que les services de Bercy ont constaté des fraudes, mais c'est en allant visiter sur place les établissements. Donc, ils peuvent toujours continuer à le faire. Et d'ailleurs, évidemment, ils continuent à le faire et je les y encourage. L'État a considéré donc qu'il fallait interpréter cette disposition dans un sens qui éviterait que l'établissement payeur ne prélève à tort la retenue à la source à titre préventif. Et le rescrit publié se contente d'expliciter la loi en prenant appui sur l'avis du Conseil d'État. Enfin, il tient compte du fonctionnement normal des marchés réglementés dans l'Union européenne, dans lesquels l'anonymat est la norme. Et ça, c'est un élément assez nouveau, mais vu l'explosion des marchés financiers au XIXe siècle et au début du XXe siècle, on savait qui achetait, qui vendait. Aujourd'hui, et je vais citer dans quelques instants l'avis de l'autorité des marchés financiers, pour assurer l'égalité entre les participants, protéger la stratégie des investisseurs et limiter le risque de manipulation de marché, effectivement, l'anonymat est la norme. Ça protège les contreparties contre le risque d'arbitrage par des fonds spéculatifs. Je pense que nous y sommes tous attachés. Et le droit européen prévoit que sur un carnet d'ordre, seuls les volumes et les prix offerts à l'achat comme à la vente sont publics, mais pas l'identité des contreparties. Par acquis de conscience, et ce sont mes derniers commentaires, nous avons interrogé l'autorité des marchés financiers, qui est chargée de superviser les marchés réglementés sur la place de l'anonymat au sein des marchés réglementés actions. Et l'AMF nous a écrit, j'ouvre les guillemets, « L'anonymat des acheteurs et des vendeurs est une des composantes du bon fonctionnement pour les marchés actions. En instaurant l'équité entre tous les participants, qu'ils soient particuliers, gérants d'actifs, intervenants pour compte propre, l'anonymat des acheteurs et des vendeurs permet que le cours d'une action à un instant T ne soit pas influencé par le fait de savoir qui agit sur le marché. »
l'AMF précise. Le premier niveau d'anonymat à l'échelon des plateformes est complété par un second niveau à l'échelon des intermédiaires. Il est attendu d'eux qu'ils respectent l'anonymat de leurs clients. Pour un intermédiaire, dévoiler à un client la provenance des titres ou l'identité de l'acheteur éventuel serait ainsi en contradiction avec ses obligations professionnelles. Donc la rédaction du BOFIP ne crée aucune brèche. Bien au contraire, elle rend possible la mise en œuvre effective des dispositions votées par le Parlement. Encore une fois, elle n'entrave pas, et c'est évidemment un de mes objectifs principaux, l'action des services de contrôle. Ceux-ci pourront continuer à redresser les établissements payeurs s'ils démontrent que l'établissement payeur savait qu'il rentrait en relation avec un bénéficiaire non résident, malgré éventuellement l'interposition d'un courtier ou d'une chambre de compensation sur un marché réglementé. Et si le fonctionnement normal du marché a été faussé et une collision organisée, les services de contrôle peuvent opérer tous les redressements qui s'imposent, et je dirais même, ils doivent le faire. Le rescrit ne crée donc aucune immunité du seul fait qu'une transaction aurait lieu sur un marché réglementé. Au contraire, il appelle à aller au-delà des apparences pour examiner ce que l'établissement savait effectivement de sa contrepartie. Pour finir, je veux indiquer que mon rôle est de respecter le droit, bien sûr, mais aussi de protéger la place de Paris en vérifiant que le droit est appliqué de façon précise, efficace, mais sans nuire au développement des affaires. Et la publication d'un BOFIP, tout ce qui est de plus public, a pour objet de permettre à tout contribuable, quel qu'il soit, particulier ou professionnel, d'agir dans un cadre stable et compréhensible. Les banques qui sont des contribuables n'y font évidemment pas exception. Il est vrai, et cette audition le démontre, que la solution de facilité aurait été de rien publier et de laisser croire à une forme d'ambiguïté. Mais je considère que l'ambiguïté est ce qu'il y a de plus néfaste pour l'économie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. 4,5 milliards d'euros de redressement fiscal sur les CumCum, martèle Éric Lombard, le ministre, qui réfute toute inaction du gouvernement en matière de fraude fiscale. Pas suffisant pour les députés et notamment pour le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui a des questions. D'abord sur l'état des lieux. Donc vous confirmez qu'il y a bien eu 4,5 milliards d'euros de redressement, si j'ai bien compris, qui était quelque chose qui apparaissait dans le rapport, dans ce que disait le rapporteur général du Sénat, selon une université de Mannheim, mais vous confirmez bien qu'il y a eu 4,5 milliards d'euros de redressement. Bon, juste pour me le confirmer. Est-ce que vous avez une idée de l'estimation? Est-ce que vous dites, si on a des chiffres sur les pertes annuelles, je les veux bien, est-ce que vous avez une estimation des pertes annuelles de recettes qui ont été liées à ces schémas d'évitement de la retenue à la source? Et sur les 4,5 milliards d'euros de redressement, est-ce qu'on a une idée des pénalités que ces redressements seraient susceptibles de générer? Bon. On va dire que ça, c'est sur la période passée. Ensuite, sur les explications que vous donnez, moi j'ai un souci quand même, parce que je comprends que quelque part vous faites ça pour clarifier, mais les débats en CMP où il y a eu un compte-rendu détaillé, ils étaient sans ambiguïté. Moi je les ai revus. Il y a bien l'idée que le législateur ne voulait pas que les banques se prévalent de la non-connaissance du pays de résidence du bénéficiaire effectif pour éviter l'application de la retenue à la source. Et les notes de l'administration fiscale produites, donc ont été cherchées par Jean-François Husson après la publication de la loi de finances pour 2025, ne conseillaient pas au ministre d'adopter l'interprétation finalement retenue qui exclut d'emblée l'application de la retenue à la source. Ça, c'est ce qui est produit. Donc moi, j'ai quand même du mal à savoir comment on peut justifier. J'ai compris que vous pensez que c'était mieux, c'était plus clair, etc. Mais comment on peut justifier juridiquement et politiquement de ne pas appliquer quelque chose qui a été voulu par le législateur? Ça, c'est quand même une question, moi, qui continue à m'interroger. Et est-ce que vous avez une idée des montants qui échapperont à l'impôt grâce à cette exonération maintenue, ou est-ce que ce que vous avez mis en place qui permet de vérifier, pour vous, finalement, à la fin, du coup, il n'y en aura pas? J'ai besoin un petit peu d'être éclairé là-dessus. Et puis la troisième question, elle a un peu un lien avec... vous disiez les intérêts de la bourse de Paris, quelque part, bon, et des banques. Bon. La FBF considère, ça je le cite, que le dispositif de lutte contre les CumCum modifié par la loi de finances pour 2025 pourrait avoir, je cite, des effets délétères et entraîner une perte de compétitivité des institutions financières françaises. En d'autres termes, elle n'était pas vraiment en accord avec le dispositif qui a été voté. Quand il a fait son contrôle sur pièce et sur place, le rapporteur général Jean-François Husson a indiqué,
je le cite, que le lobby bancaire avait demandé à Bercy de prévoir des cas de non-application de la retenue à la source. Donc moi, je voudrais savoir quelles ont été ces interventions. Ont-elles pesé dans le choix d'interpréter le dispositif de lutte contre la fraude dans un sens contraire à ce que préconisait l'administration fiscale? Et comme la FBF, est-ce que vous considérez également qu'il est tout à fait acceptable d'autoriser des exceptions dans la pratique des CumCum, finalement, j'allais dire, pour l'intérêt même du marché bancaire français? Voilà. Le président de la commission des finances qui interpelle ensuite Éric Lombard sur le coût de cette fraude fiscale pour nos finances publiques, alors que la France affiche un déficit record. Écoutez, Éric Coquerel et la réponse du ministre. J'ai une question à vous poser sur, puisque j'avais dit qu'on en profiterait pour le budget 2025. La croissance donc attendue n'est plus de 0,7 mais de 0,6. Alors il y a eu un débat quand vous nous avez invités pour le comité d'alerte sur les recettes. Le rapporteur général Charles de Courson, qui va peut-être en reparler à son tour, mais estimait qu'en réalité les pertes de recettes prévues seraient plus importantes que celles que vous décriviez, notamment au niveau de la TVA et possiblement même jusqu'à 10 milliards. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, vous avez prévu pour l'instant des annulations et des surgels décidés en avril-juin. Si en septembre-octobre, ces inquiétudes sur les recettes se retrouvent vérifiées ou en partie vérifiées, et que donc le déficit est plus élevé, est-ce que vous proposerez d'annuler encore éventuellement des budgets et de procéder à plus d'annulations de crédit, ou est-ce que vous laisserez filer le déficit? Et alors j'ai une question, parce que j'ai regardé le niveau des crédits mis en réserve, et on remarque que ce n'est pas 2,3 milliards de crédits de paiement qui ont été surgelés, mais pratiquement 4 milliards, parce que la réserve est passée de 8,6 à 9,9 milliards malgré une annulation de 2,7 milliards. Est-ce que vous auriez une raison de cet écart entre ce que vous annoncez et ce que moi je constate dans le niveau des crédits en réserve? Et enfin, j'ai une dernière question qui est un peu plus délicate, mais je souhaitais quand même vous en parler. Ça tombe évidemment, c'est sans lien, mais puisqu'on sait les raisons de la disparition de notre collègue Olivier Marleix, mais il se trouve qu'un article du Monde explique aujourd'hui qu'il y a eu 12 agents de la Direction générale des finances publiques qui se sont suicidés en 6 mois, que 8 autres ont tenté de mettre fin à leur jour, pas mal sur leur lieu de travail. Je sais que demain, vous faites une réunion de travail, c'est annoncé par Le Monde. Je voulais savoir si vous aviez déjà des choses à nous dire sur ces chiffres qui sont assez effrayants. Je crois que chacun en conviendra et qui évidemment nous interpelle également. Merci. Bien. Sur les 4,5 milliards de redressement, oui, je vous les confirme. Les pénalités, selon les cas, peuvent atteindre de 40 à 80%, mais comme vous savez, il y a autonomie des services fiscaux à l'égard du ministre, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Donc je ne sais pas ce qui sera demandé. Sur les pertes annuelles de recettes, en fait, c'est une question qui est intéressante. Soit et je n'ai pas une réponse certaine, mais cette fraude ayant été débusquée, étant poursuivie par le parquet national financier, si on considère qu'elle se poursuit avec ampleur, c'est que nous avons un problème dans l'attitude de nos banques. Et moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc je pars du principe que les dirigeants et les conseils d'administration des banques en question, ayant vu ces fraudes dans leurs établissements, ont fait en sorte d'y mettre fin. Mais je comprends que vous allez auditionner la Fédération bancaire française, donc il faut leur demander. Donc je pars du principe que la police étant passée, l'ordre règne. En tout cas, c'est évidemment ce que je souhaite. Et à tous égards, je forme l'espoir qu'effectivement, cette fraude qui a pu se développer peut-être, mais ça également les enquêtes le diront, en cachette des dirigeants, est maintenant évitée par les établissements en question. Alors sur le fait que les banques, c'est pas que les banques ne se prévalent pas de la non-connaissance du pays du bénéficiaire effectif. Comme j'espère l'avoir montré, dans l'immense majorité des opérations sur le marché réglementé, la contrepartie, c'est la chambre de compensation.
Donc en réalité, il n'y a pas de contrepartie, sauf s'il y a une opération, par exemple une transaction sur un bloc, où il y a une contrepartie connue. Mais c'est l'exception. Et donc, ce n'est pas l'ensemble des opérations sur le marché réglementé qu'il faudrait identifier, parce que ça c'est une situation qui, je pense, est hors de portée, sauf à établir le guichet dont je vous parlais. Mais il faut avoir des contrôles réguliers pour savoir qu'il n'y a pas, dans la structuration des opérations dont l'objectif est d'échapper à l'impôt. Encore une fois, je rappelle que quand vous faites une opération sur un marché réglementé, votre contrepartie, c'est la chambre de compensation. C'est, je crois, un élément très, très important. Et donc, vous me demandez, Monsieur le Président, si l'exonération est maintenue. Les seuls cas d'exonération, c'est pour les résidents français et pour quelques pays qui ont une convention fiscale qui ne prévoit pas la retenue à la source. Et rien n'est changé en cela. Et donc, tout mécanisme d'évitement, de mon point de vue, est frauduleux. Alors, vous me posez la question des relations avec la Fédération bancaire française. Le secret est relatif de cette audition. Il est clair que C'est public, là. Je sais. Dans une situation de ce genre, on regarde les textes, on regarde ce que dit le Conseil d'État, et on regarde ce que disent les acteurs économiques, que j'ai donc écoutés. Et ce n'est pas un secret de dire que les acteurs économiques n'étaient pas satisfaits non plus de la rédaction du BOFIP, qui trouvait insuffisamment précise et insuffisamment protectrice pour leurs activités. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un lien, mais depuis que le BOFIP a été publié, le volume d'activité sur la place de Paris a baissé, mais c'est peut-être purement conjoncturel. En tout cas, c'est clairement un texte qui ne satisfait personne. J'en déduis pas que le bon équilibre a été trouvé, mais en tout cas, ça veut dire que l'ensemble des demandes rédactionnelles de la Fédération bancaire française, qui était légitime, on peut toujours demander au ministre des choses, mais je ne les ai pas forcément acceptées. Sans transition sur l'effet de la croissance. Alors, sur les crédits, les 4 milliards de crédits annulés, je vais vous dire. Sur l'impact de la croissance, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, peut-être un accord ou pas sur les droits de douane, ce qui est un élément important pour la prévisibilité des choses. Et donc, on saura à la rentrée quel est le profil d'ensemble de l'année tel qu'il se dessinera. Et c'est à ce moment qu'on pourra revoir, et d'ailleurs, il y aura à nouveau un comité d'alerte des finances publiques, je crois, qui permettra de vous en informer. À ce stade, les recettes sont au niveau prévu. Et donc, à ce stade, avec les décrets d'annulation que nous avons passés, nous sommes en phase à la fois pour tenir les dépenses et pour tenir le niveau de déficit. Si la situation conjoncturelle devait se dégrader, notre engagement vis-à-vis du Parlement de la République et notre engagement vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne, c'est de tenir la dépense primaire nette. Et donc, si en fin d'année, la croissance devait s'affaiblir notablement et les recettes devaient ne pas être au rendez-vous, il me semble que ce serait un effet récessif de baisser la trajectoire de dépenses par rapport à ce qui est prévu. Et donc, notre priorité sera, jusqu'à la fin de l'année, de tenir la dépense primaire nette telle que vous l'avez votée, de façon très précise. Je dirais ni plus ni moins. Alors, sur l'effort supplémentaire cet été, les 5 milliards, il y a 3 milliards sur les crédits de l'État qui ne seront pas engagés, qui sont une mise en réserve supplémentaire, et 2 milliards d'euros sur les dépenses de l'assurance maladie à la suite du comité d'alerte de l'ONDAM. Enfin, sur le drame que sont la disparition d'un certain nombre de collègues de Bercy, de la Direction générale des finances publiques. C'est un sujet dont je me suis entretenu avec la directrice générale dans la journée. C'est comme malheureusement ce qui est arrivé à votre collègue Olivier Marleix. Ce sont des drames individuels sur lesquels, sans qu'il y ait jamais d'explication qui puisse être donnée totalement, c'est des cas que
que nous connaissons, qui sont liés. Voilà, enfin, je ne veux pas être trop précis par respect pour la mémoire des personnes qui sont disparues. Je dirais que pour avoir dirigé déjà de grandes institutions, malheureusement, quand il y a une institution où il y a des dizaines ou des centaines de milliers de collaborateurs, oui, ces directions sont frappées par des drames. Nous ne voyons pas dans le dialogue que nous avons avec les collaborateurs et avec les syndicats qu'il y ait de raisons particulières liées à l'organisation ou aux missions de cette grande direction de Bercy qui puissent expliquer cela. Et c'est toujours douloureux quand des cas, encore une fois, et c'est des histoires qu'à chaque fois nous connaissons individuellement et que nous avons suivies et que nous avons accompagnées. Mis bout à bout, ça ne fait pas forcément une histoire. Donc c'est une situation que nous suivons, que je n'estime pas liée à des raisons ni d'organisation, ni de charge de travail, ni de management. Allez-y. On connaît tous les cas individuels, donc il n'y a pas d'enquête à avoir. Et je sais, moi, le détail des cas, et simplement, je ne souhaite pas le partager pour des raisons de pudeur vis-à-vis des personnes. Et dans ces listes de cas que nous connaissons individuellement, je ne décèle pas de lien avec les questions liées à l'organisation ou aux missions de cette direction générale. D'accord. Vous conviendrez quand même que malheureusement 12 cas plus 6 tentatives en 6 mois, la question puisse être quand même au moins pesée. Juste ce que dit le Monde d'une réunion demain à Bercy, c'est exact ou pas là-dessus? C'est ça que je voulais savoir. Oui, il y a une réunion à Bercy. Merci. Encore une fois, c'est un sujet que je suis... Enfin, c'est pas un sujet, c'est une situation que je suis personnellement. Et encore une fois, je me suis entretenu avec la direction générale tout à l'heure. Et il y a de la tension dans cette salle de la Commission des finances. Vous avez contourné le vote de l'Assemblée nationale, accuse le président de la Commission des finances, tandis que le rapporteur général, le chevronné Charles de Courson, lui, exige plus d'explications en rappelant la loi votée pour interdire la fraude fiscale. Monsieur le ministre, considérez-vous que l'interprétation de la loi fiscale livrée dans le BOFIF publié le 17 avril dernier afin de préciser l'application de l'article 119 bis A du CGI tel que modifié par la dernière loi de finances pour 2025 est conforme au vote du Parlement? Je m'explique. Mon interrogation porte tout particulièrement sur l'application de l'article 119 bis A aux opérations conclues sur un marché réglementé. Sur ce point, vous avez décidé de répondre aux demandes de la Fédération bancaire française, malgré les préconisations de votre administration, tant la DLF que la DGFiP, qui identifiaient, je cite, un risque polémique sévère dans une note de mars 2025. Surtout, ce BOFIF s'inspire très largement du sous-amendement numéro 2272 défendu par votre prédécesseur lors des débats sur le PLF pour 2025 au Sénat. Ce sous-amendement, il a été rejeté par le Sénat avant d'être à nouveau rejeté lorsqu'il est revenu sous la forme d'une rédaction concurrente défendue par notre collègue Jean-René Cazeneuve en commission mixte paritaire. Donc, rejeté au Sénat, rejeté en commission mixte paritaire. À rebours de l'intention exprimée très clairement par le législateur, vous avez choisi d'entendre la Fédération bancaire française. Dès lors, jugez-vous cette interprétation du BOFIP conforme à la loi? Puisque je lis la partie centrale de cet amendement, de ce sous-amendement du gouvernement qui a été rejeté, qui disait « Ne sont toutefois pas soumis à la retenue à la source dans les conditions prévues au 1 les versements liés à une transaction négociée dans les conditions normales sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du Code monétaire et financier lorsque les conditions de négociation privent la personne qui est établie ou qui a son domicile fiscal en France de toute possibilité de connaître le lieu de résidence de l'établissement bénéficiaire. » Voilà. Donc, on a un vrai problème. Parce que les sous-amendements, ce n'est pas vous qui êtes en cause, monsieur le ministre. C'est votre prédécesseur qui a déposé ce sous-amendement, qui a été rejeté par 2 fois. La question que je vous pose, c'est pourquoi vous avez passé outre à ce double rejet de la représentation nationale pour intégrer dans le BOFIF exactement l'inverse du sous-amendement qui avait été rejeté par le Parlement. C'est là-dessus que porte ma première question. Deuxième question, elle porte sur le dispositif prévu par l'article 119 bis A dans sa rédaction antérieure
à la LFI pour 2025. Alors même, comme en attestent plusieurs notes rédigées par vos services, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, le caractère inopérant de ce dispositif, adopté en loi de finances pour 2019, a été rapidement identifié, mais vos prédécesseurs n'ont rien proposé pour y remédier. Et c'est un amendement du Sénat, ce n'est pas un amendement gouvernemental qui a essayé de boucher le trou, qui est aussi lié, il faut bien le dire, à la décision du Conseil d'État de constater, d'annuler une partie du dispositif du BOFIS parce que n'était pas dans le BOFIS ce que vos services utilisaient, c'est-à-dire le bénéficiaire effectif, voilà, qui a été bouché par l'amendement du Sénat que nous avons, in fine, adopté en commission mixte paritaire. Alors, ma troisième question, elle porte sur les contrôles en cours. Pouvez-vous revenir sur les redressements déjà effectués et sur les investigations en cours concernant les CumCum? Qu'en est-il en particulier des CumCum externes, rendus possibles théoriquement par 9 conventions bilatérales conclues par la France avec différents pays et qui exonèrent ces conventions de la retenue à la source, les dividendes versés? Il s'agit du Bahreïn, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de la Finlande, du Koweït, du Liban, de l'Oman et du Qatar. Une note de mars 2023 indique que les services ont mené des travaux de recherche sur ces CumCum externes, sur dividendes de sources françaises, qui conduisent à soupçonner fortement certaines structures étrangères de s'y livrer. Et pouvez-vous nous dire quelles suites ont été données à ces contrôles? Où est-ce qu'on en est? Quatrième question. Alors que les organismes de placement collectif et les OPC étrangers sont exonérés de retenue à la source, une note du 27 mars 2024 indique que, je cite, « certains OPC non résidents sont fortement suspectés d'agir en tant qu'intermédiaires de montage CumCum et que l'administration étudie actuellement la possibilité de demander aux établissements payeurs de ne pas faire application pour certaines OPC de l'exonération sur la base d'une, entre guillemets, liste noire évolutive des OPC. » Dans le BOFIP paru en avril dernier, cette exonération a été maintenue pour les OPC, sans précision particulière. Alors, qu'en est-il du risque identifié par votre administration et de la mise en place éventuelle d'une liste noire? Et identifiez-vous des risques similaires concernant les fonds souverains, également exonérés de retenue à la source comme les OPC? Ma dernière question, je vous rassure, elle porte sur l'assiette de la retenue à la source. Le BOFIP, publié en avril dernier, indique que, je cite, « le dispositif anti-abus du 1 de l'article 119 bis A du CJ n'a pas pour objet de soumettre à la retenue à la source des montants supérieurs à ceux des dividendes que les détenteurs des titres auraient dû percevoir directement. » Alors pourquoi le BOFIP n'apporte-t-il pas davantage de précisions sur le traitement de la commission perçue par les banques qui joue le rôle d'intermédiaire dans les montages CumCum? Ne sommes-nous pas en présence d'un point de fuite potentiel en faveur de banques? En termes clairs, la RAS, elle n'est pas calculée sur le montant du dividende, mais le montant du dividende dont on déduit la commission des banques, de l'ordre de 0,3-0,4 points. En termes clairs, s'il y a fraude, eh bien, les banques elles-mêmes se sont enrichies. Et est-ce que vous avez une idée, on posera la question tout à l'heure à la Fédération française des banques, de combien annuellement les banques touchent de commissions sur ces montages? Monsieur le ministre. Bien. Alors, sur votre premier point, monsieur le rapporteur général, vous parlez d'un amendement qui n'a pas été adopté, un sous-amendement qui n'a pas été adopté. Moi, je suis un esprit simple. Nous avons demandé au Conseil d'État ce qu'il pensait du texte du BOFIP par rapport à la loi telle qu'elle a été votée finalement. Parce que c'est le texte de loi voté par le Parlement qui est notre base et notre règle. Et le Conseil d'État a estimé qu'il ressort du texte même de la loi votée, à la fin, modifié par l'amendement, le sous-amendement du Sénat, qu'elle n'impose pas à un établissement payeur d'appliquer à titre conservatoire la retenue à la source. C'est le Conseil d'État qui le dit.
Et s'agissant des opérations, toujours entre guillemets, intervenant sur un marché réglementé, ces dispositions, la loi, n'impose pas de soumettre à retenue à la source de manière préventive le transfert de valeur, et il impose et imposer une retenue à la source systématique aurait été illégal. Donc la question, est-ce que nous respectons la loi? Oui, le Conseil d'État dit que nous respectons la loi. Attention, Monsieur le ministre, juste précision, le Conseil d'État, c'était avant le vote de la loi. Ce n'était pas après le vote de la loi. Donc c'est toute la différence, parce que le Conseil d'État a donné une interprétation par rapport à un texte qui n'était pas encore voté. Suggérer aux législateurs de boucher le trou. C'est ce qui a été fait par l'amendement Husson. Oui, oui. Oui. Oui, mais le texte antérieur du BOFIP, pas celui qui est sorti là il y a 2 mois, 3 mois. Il a été fait avant. Le texte du BOFIP sorti il y a 2 mois s'appuie sur un avis demandé au Conseil d'État qui a été basé sur la loi votée. Cet avis du Conseil d'État, nous vous l'avons transmis. Et donc, le Conseil d'État se prononce sur la loi votée. Moi, je ne connais que la loi votée. Effectivement, en plus, je n'étais pas parti au débat parlementaire à ce moment-là. Mais enfin, non, mais la clarté des dates, elle est très claire. Mais mes équipes vont me donner même la date de. Et je veux bien qu'on me le transmette alors, parce qu'on ne me l'a pas transmis. Vous ne l'avez pas, d'accord. Voilà. Donc, l'avis du Conseil d'État est... Pardon, l'avis du Conseil d'État est effectivement avant la CMP, le vote de la loi, mais sur cette disposition, ça n'a pas été modifié. Alors, donc c'est avant. Okay. Alors donc, c'est sur la disposition. Enfin, c'est avant. Vous lirez l'avis du Conseil d'État qui... Bon. Et donc, il se base bien sur le texte tel qu'il est sorti. Alors, effectivement, pardon d'avoir été imprécis puisque je n'étais pas témoin à ce moment-là, mais il se base bien sur le texte tel qu'il est sorti du Parlement. Donc, et par ailleurs, ce BOFIP est lui-même soumis à contestation devant le Conseil d'État. Donc on aura à nouveau, normalement, enfin si la contestation est recevable, un avis du Conseil d'État sur la conformité du BOFIP. Deuxièmement, parce que sur les marchés réglementés, la CMP n'a pas modifié le texte. Donc le Conseil d'État s'est bien prononcé sur le texte qui, à la fin, a été promulgué. La commission, le Sénat et la commission mixte paritaire ont refusé l'interprétation que votre prédécesseur, c'est pas vous, votre prédécesseur a voulu donner au texte du Sénat par ce sous-amendement. Et ce sous-amendement a été rejeté. Je vous ai lu l'extrait concernant les marchés réglementés, c'est très clair. Et d'ailleurs, mon homologue du Sénat me l'a confirmé. Attends, on va laisser répondre le ministre, mais sur les 2 éléments, il y a là le sous-amendement, et je confirme, que là je viens de le revérifier, que c'est le Conseil d'État avant le vote des modifications de la loi par la CMP. Il n'y en a pas eu après. Alors, vous me permettez effectivement une correction, mais sur le texte qui n'a pas été modifié par la CMP, donc le Conseil d'État s'est bien prononcé sur les éléments de texte qui, à la fin, ont été promulgués. Je pense que c'est ça qui est important pour l'affaire qui nous concerne. Je prendrai les autres questions après. Deuxième point, monsieur le rapporteur général, vous dites boucher le trou. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, puisque, quelle que soit la précision qu'apporte le texte, l'abus de droit est une faute qui doit être poursuivie, qui doit être sanctionnée, et donc qui l'est et qui le sera. Alors, donc, encore une fois, je suis certain que les services fiscaux font diligence, même si je n'ai pas de détails de leur action, ce qui me paraît protecteur pour tout le monde. Sur les conventions bilatérales externes, ces conventions, effectivement, pour un certain nombre de pays, ne prévoient pas de retenue à la source. Ça, c'est l'état du droit. Si, transitoirement, un résident de ces pays-là détient un titre au bénéfice d'un détenteur d'un autre pays pendant le moment du détachement du compon, c'est bien une fraude. Et c'est bien une fraude qui, que ce soit avec un... D'ailleurs, vous regarderez le premier schéma que je vous ai présenté. Hein, dans la fraude, ça peut être soit dans les mains d'un Français, soit dans les mains d'un étranger résident d'un des 9 États sur lesquels il y a les conventions que vous signalez. Donc les contrôles en cours, ils portent sur l'ensemble. Sur les OPC, donc les organismes de placement collectif, les SICAV, qui effectivement ne sont pas soumis à retenue à la source,
il me paraît logique que l'exonération soit maintenue, parce que là, on est dans des sociétés qui font tourner leur portefeuille pour des raisons de leurs clients externes. Je n'ai pas connaissance d'une liste noire, mais... Ah oui, la contrepartie du fait de l'autonomie des services d'enquête fiscale, c'est que je n'ai pas le détail de ce qu'ils se préparent à faire et de la façon dont ils travaillent. Encore une fois, c'est protecteur. Et donc, je ne suis pas en mesure de répondre à ce qu'ils ont fait précisément et de ce qu'ils veulent faire. Et encore une fois, tout ça est très bien. Quant à l'assiette du contrôle, est-ce que ça doit porter sur la commission des banques ? C'est aussi la responsabilité des services de contrôle de le déterminer. Je dirais spontanément que, même si c'est oui, c'est une question de droit fiscal, est-ce que la commission liée à une opération frauduleuse doit être rapportée ou non? J'avoue, là, vous atteignez les limites de mes compétences. Sur plusieurs bancs, on accuse le ministre de l'économie et des finances d'avoir affaibli le dispositif anti-fraude voté par le Parlement à une très large majorité. Question au vitriol. Je pense que l'espèce de confusion qu'en fait, que vous essayez d'entretenir par des éléments dont on ne comprend rien, nous présenter un schéma qu'on connaît par cœur, enfin bref, parler de tout sauf du problème, est en fait une forme d'aveu de la lutte que le Parlement en fait engage contre le lobby bancaire, et il faut bien lire une partie de Bercy, visiblement, et peut-être ailleurs, sur cette fraude. Voilà, c'est pas nouveau. Ça fait depuis 7 ans que le Parlement essaie de combattre cette fraude, et par tous les moyens. Chaque année, on nous explique que c'est très compliqué, qu'on ne peut rien faire, faites-nous confiance, on va le faire par nous-mêmes et tout. Ce que prouve le rapporteur Husson, et ce qu'il a dit dans ses 5 heures d'audition, c'est que tous les fonctionnaires qu'il a identifiés lui ont dit que jamais vos prédécesseurs, et aucun ministre ni aucun service, n'a donné d'instructions pour lutter contre la fraude Cum-Cum. Il le dit noir sur blanc. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, si vous le découvrez aujourd'hui, c'est grave. Si vous le découvrez encore aujourd'hui, c'est grave. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans des déclarations de verbatim du rapporteur général. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais il y a un moment, on ne peut pas ne jamais rien répondre sur rien et renvoyer à des éléments qui n'existent pas, avec des dates imaginaires, pour se rendre compte au bout d'une demi-heure d'audition que vous parlez d'une décision du Conseil d'État qui n'est pas en cause aujourd'hui et qui n'a aucun lien avec la décision de l'Assemblée. Donc, ça fait 7 ans qu'on essaie de mettre fin à cette fraude. Enfin, moi, j'étais pas là, mais moi, je reconnais le travail des autres parlementaires à l'Assemblée et au Sénat qui essaient de le faire. Donc, ça veut dire qu'en fait, depuis 7 ans, le lobby bancaire fait tout pour qu'on ne le fasse pas, que vos services, en tout cas une partie de vos services et de vos prédécesseurs, étaient visiblement complices pour ne pas le faire. C'est enfin voté en CMP, d'une façon extrêmement claire, comme l'ont dit le président et le rapporteur général, et vous l'avez dénaturé, et sans nous le dire. Parce que si le rapporteur Husson n'avait pas fait son contrôle sur pièce et sur place, on serait arrivé aux discussions budgétaires, et puis on aurait découvert que ce qu'on a voté de manière unanime l'année dernière n'aurait pas été adopté parce que vous avez décidé de ne pas le faire suivre. Et vous n'avez aucune autorité, monsieur le ministre, même si le Conseil d'État vous avait donné un avis, ce qui n'est pas le cas, même si la Fédération bancaire dit bien ce qu'elle veut, même si vos services font bien ce qu'elle veut, pour ne pas obéir au Parlement. Donc ce n'est pas une question technique et de savoir la date de machin, le papier du bidule. C'est une question du respect de la démocratie. Nous avons voté contre la fin de cette fraude. Vous avez fait une disposition qui ne respecte pas l'avis du Parlement. Et vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question du rapporteur général. Est-ce que oui ou non vous avez respecté ce qu'on a voté ici? Non. Et si vous ne répondez pas, c'est que vous savez que c'est faux. Merci, monsieur le ministre. Je vous laisse la responsabilité de votre guerre contre les banques et contre Bercy. Je pense qu'il y a des guerres plus utiles, mais chacun ses guerres. Considérer que nous n'avons pas lutté contre les Cum-Cum, alors que depuis 2017, nous avons 4,5 milliards d'euros, 4 500 millions d'euros de redressement. Je ne sais pas qui ne comprend pas, monsieur le député, mais je pense que ce chiffre et cette date sont d'une clarté limpide. Et je le redis publiquement, évidemment, il faut lutter contre cette fraude. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'espoir que les établissements bancaires eux-mêmes, après ces redressements, ont veillé à ce que leurs collaborateurs ne s'y prêtent pas. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Mais si vous ne me comprenez pas, j'essaierai de trouver d'autres langages. Merci. Merci. Mathilde Feld. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais aussi revenir sur des généralités. Monsieur le Ministre, en dépit des discours de fermeté du Président de la République, force est de constater que presque rien n'a été fait dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Moi, je suis rapporteur spécial sur l'évasion fiscale.
Depuis au moins 2022, date du premier rapport spécial qui permet de documenter ces pratiques. Nous assistons avec effroi en ce moment à la surenchère pénale et sécuritaire totalement inefficace et démagogique à laquelle le gouvernement se livre sur la délinquance des rues, celle qui se voit et qui pourrit effectivement la vie des gens. Mais nous savons tous ici que cette petite délinquance n'existerait pas sans la grande délinquance, celle en col blanc qui pille des milliards aux Français. Or, dans un contexte où les inégalités se creusent comme jamais, selon le rapport de l'INSEE paru hier, on refuse de s'attaquer à cette délinquance comme vous le faites, c'est proprement criminel. Donc en un an, je rappelle, 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté, puisqu'on parle quand même ici de montants qui sont très importants. Donc je sais que vous êtes loin de cette réalité, monsieur le ministre, puisque vous faites partie des 22 ministres millionnaires sur les 36 que compte ce gouvernement, illégitimes et indécents. Parallèlement à cette pauvreté galopante, les riches s'enrichissent de plus en plus rapidement, entre autres en évitant l'impôt ou pire, carrément en fraudant l'impôt. Donc le vol des 80 à 120 milliards d'euros qui continuent à manquer chaque année aux caisses de l'État constitue une atteinte grave à notre cohésion sociale, qui nous empêche d'investir massivement dans le développement des services publics, qui sont les garants de la lutte contre les inégalités, et dans la bifurcation écologique dont l'humanité a besoin. En outre, il fragilise aussi le consentement à l'impôt, qui est le pilier de notre cohésion nationale. Or, le Parlement s'est emparé de cette question depuis que mon excellente collègue Charlotte Leduc a défendu des amendements pour interdire les pratiques d'arbitrage de dividendes, ou CumCum, qui représentent 33 milliards de pertes fiscales sur 20 ans. Une proposition de loi transpartisane venant du Sénat et reprenant ces amendements a donc été adoptée pour mettre fin à ces pratiques. Donc vous comprendrez que la publication de votre rescrit, dont la formulation vous a été déconseillée par votre propre administration, qui vient dénaturer cette proposition de loi, est particulièrement obscène. Mais elle est aussi scandaleuse puisqu'elle semble directement issue du lobbying de la Fédération bancaire française. Monsieur le ministre, ma question est simple. Vous avez choisi en tant que membre de l'exécutif de travestir l'esprit d'une loi, bien que vous prétendiez l'expliciter selon vos propres termes, comme vous avez dit tout à l'heure. Comptez-vous persister dans cette voie en dépit de l'indignation générale des parlementaires ? Ce que vous dites est faux, madame, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. 4,5 milliards d'euros de redressement sur les CumCum. Vous dites 33 milliards de pertes fiscales. Madame, je suis preneur de vos chiffres et je les transférerai immédiatement au service des impôts parce que si ces chiffres sont exacts, eh bien c'est une bonne nouvelle parce que nous allons les recouvrer. Nous n'avons aucune pitié pour la fraude fiscale. D'ailleurs, je vais vous donner les chiffres qui sont insuffisants mais qui s'améliorent. En 2023, nous avons détecté 15,2 milliards d'euros de fraude fiscale. Vous dites 80 à 120 milliards d'euros manque, je ne sais pas où vous les trouvez. Je trouve que 15 milliards, c'est déjà beaucoup trop. Et surtout, nous avons recouvré 10,6 milliards d'euros. En 2024, les systèmes s'améliorent, on y travaille jour après jour, et c'est des sujets sur lesquels nous investissons et nous recrutons des agents. Nous avons détecté 16,7 milliards d'euros de fraude. Nous avons recouvré 11,4 milliards d'euros de fraude fiscale. Quant à la fraude sociale détectée et redressée en 2024, on parle de 49 milliards d'euros. Tous ces chiffres sont vérifiables et on se tient à votre disposition pour en donner tous les détails. Donc, j'entends ce que vous dites et pour le coup, là, je partage sur l'évolution de la pauvreté et sur ces sujets sur lesquels, d'ailleurs, la ministre des Comptes publics a répondu à une question tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Mais nous accuser de ne pas nous occuper de ça, c'est tout simplement faux. Même si vous ne partagez pas les axes de ce gouvernement, ce que j'entends... Non, ne répondez pas. Voilà, allez-y, je ne réponds plus. Non, mais voilà, je crois que j'ai répondu aux questions qui étaient posées. Mais je pense qu'il il faut, dans un débat de ce genre, un peu écouter ce que disent les uns des autres. En tout cas, moi, je vous ai écouté jusqu'au bout. Bien, je suis pour essayer de glisser Christine Pires-Beaune avant le vote. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, force est de constater que 8 ans après la révélation au grand public du scandale des CumCum, nous n'y sommes toujours pas. La plupart de nos voisins ont réussi à mettre en œuvre des dispositifs anti-abus, mais le lobby bancaire a visiblement la peau dure et semble-t-il bien aidé par certains au sein de l'appareil étatique. J'aimerais dès lors vous formuler 2 propositions relativement simples à mettre en œuvre qui permettraient de lutter contre les CumCum,
qui permettrait de mieux les encadrer par la loi et qui restera, quoi que nous fassions, à la merci de l'ingénierie financière et les efforts de lobbying de l'industrie bancaire. La première méthode consisterait à rendre les montages CumCum non rentables, ou du moins beaucoup moins rentables pour les banques. Pour cela, il s'agirait de généraliser le versement des dividendes en 4 échéances trimestrielles et non une échéance annuelle. Divisons donc par 4 le rendement d'une opération CumCum. Ça ne coûterait rien. La seconde méthode consisterait à s'inspirer du modèle américain où les intermédiaires financiers se voient remettre un agrément leur autorisant à ne pas prélever de retenue à leur source lorsque le cas est légitime. Cet agrément peut leur être retiré si un abus vient à être constaté. Dès lors, les acteurs se tiennent à carreau, si j'ose dire, dans la mesure où la pratique des CumCum ferait peser un risque trop important de se voir interdire entièrement la pratique de l'exonération de retenue à la source. C'est en quelque sorte un contrat de confiance. Vous pouvez pratiquer l'exonération à la source pour les cas légitimes, mais au moindre abus, nous vous retirons purement et simplement le droit de le faire. C'est le mécanisme qui prévaut outre-Atlantique. Enfin, plus largement, les CumCum sont également des montages dits externes, par l'intermédiaire d'agents opérant depuis les pays ayant signé des conventions fiscales avec la France, conventions dont les vertus sont de plus en plus sujettes à débat, pour certaines en tout cas. Pour des raisons obscures, le gouvernement se refuse depuis plusieurs années à commettre un rapport d'évaluation de ces commissions qui permettrait d'informer nos concitoyens et d'alimenter le travail de la représentation nationale. Soutiendrez-vous, dans le cadre du prochain PLF, un amendement qui viserait à demander un rapport portant sur l'évaluation des impacts des conventions fiscales signées par la France? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Après la réponse du ministre, on fait une interruption parce que mes 2 intervenants suivants sont partis. Donc il restera un quart d'heure avec le ministre, mais vous aurez fini avant 18h15, inquiétez pas, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, Madame Pierrette-Beaune, on est preneur de toute idée qui permettrait de lutter encore plus efficacement contre les CumCum, parce que, vous l'avez compris, c'est évidemment quelque chose à quoi nous sommes attachés. C'est une fraude, enfin voilà, toute fraude fiscale doit être réduite si possible, et l'argent doit être récupéré. Sur la question des intermédiaires, on va regarder. Sur les questions d'étalement du dividende, on va regarder. Sur l'impact des conventions fiscales, il me semble que c'est effectivement aussi un point qui peut être regardé, sachant que une convention fiscale, vous ne l'ignorez pas, il faut être 2 pour la signer. Et que... Voilà, et 2 pour la réviser. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais j'ai eu la même réflexion que vous quand j'ai vu cette situation, mais que ça fasse l'objet d'un travail, soit du Parlement, soit des services de Bercy, ça me paraît une idée effectivement tout à fait utile. Vous ne discutez pas du budget à venir, mais ce n'est pas grave du tout, mais comme ça, il a entendu J'ai pris la question, voilà, je vous répondrai en alsacien dans le couloir. Non, mais ce n'est pas grave, et comme par contre tout le monde est revenu et qu'on doit finir. Christine Arrigui. Merci, Monsieur le Président, et merci de m'avoir attendu suite à ce vote extrêmement important sur la loi Poison. Alors, nous vous interrogeons aujourd'hui, Monsieur le Ministre, sur un sujet d'une gravité exceptionnelle, celui d'une fraude fiscale massive, organisée autour des arbitrages de dividendes et connue sous le nom de fraude CumCum. Cette fraude n'est pas nouvelle, vous le savez. Elle a été documentée par le Parlement, par la presse, par la justice. Elle a même fait l'objet d'une enquête du parquet national financier et depuis plusieurs perquisitions visant de grandes banques françaises. Et comme l'a déjà pu l'exprimer le rapporteur général, rien n'avait été fait jusqu'à présent pour circonscrire cette fraude par la loi. Donc, le manque à gagner pour les finances publiques serait de plus de 4,5 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget annuel du ministère de la Culture et plus de 10 fois celui de l'Office français de la biodiversité. C'est donc à juste titre que le Parlement a agi en votant à l'unanimité, à l'Assemblée comme au Sénat, un dispositif de retenue à la source visant à neutraliser ces schémas d'optimisation agressive. J'y vais vite parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. Mais nous avons constaté depuis un double affaissement. D'abord juridique par l'instruction fiscale dont on parle depuis tout à l'heure, et je ne rentrerai pas dans les détails puisque cela a déjà été dit. Enfin politique, car ce recul a été opéré contre l'avis explicite de votre propre administration. Alors plusieurs questions. Un problème d'abord de respect des choix souverains du Parlement, puisqu'un texte a été voté à l'unanimité et a été vidé de sa portée sans retour devant les chambres, au seul bénéfice d'intérêts privés puissants.
Un problème de transparence administrative, car les documents internes n'ont été transmis que sous la contrainte du contrôle sur pièce et sur place exercé par le rapporteur général du budget. Et un problème de confiance démocratique, car au moment même où vous réclamez 40 milliards d'économies pour le prochain budget, on en parlera plus tard, comme l'a dit Monsieur le Président, vous laissez filer des milliards par tolérance à une fraude de marché pourtant bien identifiée. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions sont les suivantes. Pourquoi avoir retenu la formulation la plus favorable aux banques au détriment de la lettre et de l'esprit de la loi que nous avons unanimement votée? Comment justifiez-vous ce choix contre l'avis de vos administrations compétentes et sans fondement juridique clair, comme le soulignait pourtant la note du 20 mars? Allez-vous retirer cette instruction fiscale comme nous vous le demandons? Et enfin, comment entendez-vous rétablir un dialogue loyal avec le Parlement pour que plus jamais une telle distorsion entre la volonté du législateur et l'action de l'exécutif ne se reproduise? Et enfin, vous nous avez parlé des redressements qui ont été faits. Effectivement, il y a eu une lutte contre la fraude et je souhaiterais savoir combien ont été recouvrés, année par année, à partir de 2017. Monsieur le ministre. Madame la députée, je suis vraiment désolé parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Mais alors, je vais le dire. Alors, quand vous dites que rien n'a été fait pour circonscrire cette fraude, je veux d'abord vous dire qu'une fraude, par construction, c'est quelque chose qui est contraire aux lois de la République. Donc, il n'y a pas besoin de... J'apprécie l'apport du Sénat dans une loi qui précise les choses. Mais nous avons sanctionné cette fraude avant que la loi fût votée par le Sénat et par le Parlement, parce que précisément cette fraude était illégale. Et heureusement, il n'y a pas besoin d'une loi pour expliquer qu'une fraude est illégale, et dès lors qu'elle est illégale, elle peut être poursuivie, ce qui était le cas, puisque... Mais pardon, madame. Non, Christine, allez-y. Oui, mais d'accord. Écoutez, alors, ce que je vous dis, c'est en 2017 que nous avons commencé les premiers contrôles. Donc, cette loi est utile, mais elle n'était pas indispensable. La preuve, nous avons... Madame la députée, si vous m'écoutez, parce qu'après, vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord, ce qui est possible, mais je préfère que vous écoutiez. Comme ça, vous ne serez vraiment pas d'accord. Nous avons poursuivi pour 4,5 milliards d'euros. Donc, ne dites pas que la fraude était possible. Le coût annuel, mais si un coût annuel, madame, c'est que les banques fraudent, et si vous pensez que les banques fraudent, l'article 40 est là pour ça, pardon. Mais, et par ailleurs, vous les verrez, donc vous verrez avec elle. Moi, je ne pense pas qu'elle fraude de façon professionnelle et de façon permanente. Le respect du Parlement consiste précisément, avec l'appui du Conseil d'État, en matière fiscale, comme je l'ai dit, à préciser les choses. C'est ce que nous faisons en permanence à Bercy, et c'est normal. La transparence administrative. Mais heureusement que toutes les notes de Bercy ne sont pas toutes publiées, parce que d'abord, vous vous ennuieriez, même si elles sont toutes passionnantes pour le ministre que je suis. Mais il est quand même logique que l'administration fonctionne avec des notes qui sont des notes internes, de même qu'il est tout à fait logique que ces notes soient que l'accès à ces notes soit possible par un petit nombre de parlementaires, que sont les présidents et rapporteurs généraux des commissions compétentes, et c'est très bien, mais tout ça ne peut pas être complètement débattu en permanence sur la place publique, sinon je pense qu'on serait dans une autre forme de République, c'est possible, mais c'est pas la nôtre. Nous ne laissons pas filer les milliards, madame. Vous pensez que dans la situation actuelle, on regarde tout ça comme on regarde passer les trains, ça n'est pas exact. La formulation que j'ai décidée n'est pas favorable aux banques, les banques n'étaient pas d'accord non plus. Et d'ailleurs, franchement, arrêtez de penser que Bercy ou ma personne soit favorable à qui que ce soit. Nous dirigeons le pays dans notre responsabilité, en équité, dans le sens de l'intérêt général, et penser que autre chose nous guide est une insulte, en tout cas que moi je ne me permettrai pas de vous adresser. Choix sans fondement juridique, encore une fois, il est assis sur un avis du Conseil d'État, même s'il est antérieur. Enfin, combien de redressements? Eh bien, précisément, c'est un détail auquel je n'ai pas accès, mais auquel sans doute le président et le rapporteur général pourraient avoir accès s'ils le demandent. C'est ce qu'on va demander d'ailleurs. Jean-Paul Mattei, donc la demande est faite, et je voulais le confirmer. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc, cette question des CumCum et des CumEx, donc essentiellement utilisée dans le but de réduire ou d'éluder l'impôt à la source, voire d'obtenir frauduleusement
des remboursements du dit impôt. En fait, l'objet de notre audition est de savoir, d'une part, si un décalage réel existe entre le dispositif voté et son texte d'application, et si oui, pour quelles raisons. D'autre part, de savoir si le dispositif en vigueur est pleinement efficace pour lutter contre ces montages frauduleux, qui sont de plus en plus sophistiqués en utilisant des produits dérivés. Et ça, il faut voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et c'est, selon moi, pour moi, la question la plus importante. Ensuite, vous parlez de plusieurs milliards notifiés, mais on sait bien qu'on fait une différence entre les notifications et les recouvrements. Et est-ce que là-dessus, on a un risque sur ces recouvrements compte tenu des contentieux en cours? Donc c'est une véritable question. Mais il faut bien dire que le Parlement a voulu mettre fin à ces fraudes. C'est une véritable fraude. Maintenant, c'est vrai que quand on vote un texte, on a à cœur que le texte qu'on a voté corresponde et son application corresponde à ce qu'on a voté. Alors, si on a mal fait, il faut peut-être qu'on revoie notre copie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que, quand le législateur décide quelque chose, son application concrète sur le terrain soit tout à fait transparente? Voilà un peu ma question. Bien, merci, monsieur le député, monsieur Mattei. L'administration fiscale, après des travaux très approfondis et sur la base de la notion d'abus de droit, a tous les moyens pour poursuivre et redresser les abus dont nous parlons. Et l'administration fiscale a mandat de le faire, de par la loi et de par la volonté du gouvernement, qui est très attentif à la lutte contre la fraude fiscale. Je le redis devant vous, publiquement, avec la plus grande énergie. Et merci de poser cette question, parce que ce point est essentiel. Nous luttons contre cette fraude. Et encore une fois, considérer que cette fraude se poursuit, je laisserai les banques répondre, mais voilà, s'il n'y a pas de preuves ou d'éléments qui permettent de le penser, je pense qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous avez raison, 4,5 milliards notifiés. Il y aura probablement des contentieux, il y en a, et nous ne sommes pas certains de récupérer tous ces fonds par définition. J'espère que... Enfin, après, c'est le contrôle du juge. Hein. Mais je ne peux pas aujourd'hui avoir de prévision. Mais je suis certain que le président et le rapporteur général, qui ont des pouvoirs beaucoup plus étendus que les miens en la matière, ce qui d'ailleurs est une excellente chose, auront une vision plus claire quand ils auront posé les questions aux collègues de Bercy qui s'occupent de cela. Vous savez, c'est en 2018 que ce mécanisme est mis en lumière. Il y a eu des tentatives législatives depuis 2018, notamment des propositions de loi transpartisanes qui ont existé, notamment en 2023. Nous en avions présenté une ici avec la sénatrice Goulet notamment. Il y a beaucoup de résistance de la part des banques, ne cachons pas la réalité, sur notamment la question du bénéficiaire effectif, puisque c'est cela qui a bloqué. Alors vous nous avez expliqué que vous, pour votre part, vous pensiez que le choix qui a été fait par vos services était le meilleur, même si j'ai bien compris qu'on vous avait mis en garde sur le choix que vous aviez fait définitivement sur le texte qui avait été déposé. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Quelles ont été les consultations exactes entre Bercy et la Fédération bancaire française sur ce texte? Et est-ce qu'on peut rendre public les éventuelles contributions ou suggestions formulées par la Fédération bancaire française? Est-ce que vous ne pourriez pas retirer le texte d'application du 17 avril pour qu'on en reparle, notamment lors du budget 2026, pour arriver à quelque chose qui ne prête pas à polémique? Et puis enfin, deux autres questions. Vous avez évidemment dit que les notifications étaient de l'ordre de 4,5 milliards. On sait que ce ne sont pas les recettes définitives, mais y a-t-il possibilité sur de tels sujets de transactions ou de règlements d'ensemble, ce qui me poserait problème parce que c'est de l'évasion fiscale? Merci, monsieur le député. Je note que c'est votre deuxième question de la journée, mais je suis à votre entière disposition, évidemment, avec plaisir. Encore une fois, il suffit qu'une fraude apparaisse pour que nous puissions la sanctionner, même si l'appareil législatif vise à renforcer les moyens dont nous disposons.
Donc ce qui était illégal, frauduleux, l'était déjà, a été poursuivi et continuera à l'être. Et c'est vrai qu'au début, vous le signalez, on se reposait sur la notion économique, sur la notion juridique de bénéficiaire effectif, et que à la suite des travaux juridiques qui ont été faits notamment par les équipes de la direction de la législation fiscale, il est apparu que la base de l'abus de droit était plus solide pour contrer cette fraude. Voilà, il y a beaucoup de littérature sur le sujet qui est passionnante, mais voilà le résultat. Je veux redire que l'avis d'une des directions de Bercy sur le texte portait sur une phrase importante, puisque c'est celle qui porte sur les marchés réglementés. Aucune direction de Bercy a suggéré de ne pas publier ce texte. Et d'ailleurs, cette direction de Bercy avait eu le nez creux, parce qu'il disait cette phrase peut exposer à la polémique. Moi, j'avais voulu clarifier les choses. Je pense l'avoir fait. Pour les acteurs de la place, quant à la polémique, on voit bien qu'elle existe. Puisque je suis devant vous, mais j'en suis heureux, ça me permet d'expliquer les choses, en tout cas d'expliquer la façon dont j'ai traité ce sujet en mon âme et conscience. Sur les consultations avec la Fédération bancaire française, je veux dire, elles ont été tout à fait habituelles au niveau des services de Bercy, et ça, je n'en connais pas le détail. Je sais simplement qu'effectivement, il n'y a pas eu d'accord sur le texte final, et puisque le désaccord demeurait, j'ai moi-même appelé le président de la Fédération bancaire française pour lui dire « Monsieur le Président, vous n'êtes pas d'accord avec ce texte, pourquoi ?» Et nous sommes restés sur un désaccord, pour tout vous dire, puisqu'il est clair que la Fédération bancaire française n'est pas non plus satisfaite avec le texte. Donc tout ça s'est fait de façon franchement totalement transparente. Je n'ai pas de relation plus particulière avec la Fédération des banques, avec la Fédération du petit commerce ou avec celle du bâtiment et des travaux publics, qui sont toutes honorables et dont il est important, quand on est ministre de l'économie et des finances, qu'on leur parle. Sur la façon dont ce texte peut évoluer, puisque c'est avec Jean-François Husson, avec le Sénat, que nous avons ce dialogue. Je le poursuivrai, je le souhaite, avec Jean-François Husson. Je reste convaincu, en tout cas, qu'un texte d'interprétation est nécessaire. Enfin, est-ce que sur les 4,5 milliards des transactions sont possibles? C'est l'autonomie de gestion des équipes du fisc. Et comme je ne peux pas leur donner d'instructions et que je ne sais pas ce qu'elles font, eh bien, c'est à elles d'apprécier. Et d'ailleurs, comme il a été le cas d'ailleurs, parce que le président, sur un sujet qui avait aussi fait l'objet d'une question au gouvernement, je ne la rappelle pas, mais le président s'est rendu à Bercy pour vérifier que Bercy avait bien défendu les intérêts du contribuable, ce qui évidemment est le rôle des agents et ce qu'ils font avec diligence. J'en profite pour leur rendre hommage. Donc, quelle que soit la décision qui soit prise, elle sera soumise d'abord à contestation éventuellement de Bercy si les agents trouvent que ce n'est pas convenable, et à revue par le président, le rapporteur général, encore une fois, ce qui est une excellente chose. Oui, il y a des questions supplémentaires, mais notamment une de moi, Monsieur le Ministre, parce que j'ai bien entendu toute l'audition. Il y a quand même quelque chose qui continue, pour ma part, à me perturber. Pourquoi? Parce qu'au final, vous avez appliqué un texte de loi qui correspondait à un sous-amendement proposé par un ministre qui a été battu par l'Assemblée nationale. C'est ça qui a été adopté. Vous nous avez expliqué que vous l'avez fait parce qu'il y avait eu un avis du Conseil d'État. Il se trouve, moi alors c'est pas seulement le rapport avec Jean-Paul Husson, je vous rappelle que c'est un texte issu de la commission mixte paritaire, donc quelque part c'est à nous de dialoguer aussi bien le Sénat que l'Assemblée avec vous. Vous arguez la modification sur l'avis du Conseil d'État. Je lis le résumé qu'a fait Jean-François Husson de cet article 26 bis. Le texte tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État rendu le 27 janvier dernier, après que le gouvernement l'a saisi sur ce dispositif, et vient plusieurs précisions qui le rendent compatible avec l'avis du Conseil d'État. Autrement dit, l'avis du Conseil d'État, en réalité, le texte qui a été fait de telle manière qu'il était compatible avec l'avis précédent. Et il ne contenait pas le sous-amendement. Donc au final, ce que Bercy a fait, c'est qu'il n'a pas appliqué la loi que nous avons votée. On va dire à ce qu'on voudra. J'ai compris que c'est parce que vous trouviez que c'était un dispositif plus efficace qui correspondait, c'est normal, au sous-amendement présenté par Bercy. Donc ça ne m'étonne pas que vous ayez trouvé que c'était plus efficace. Mais le petit problème là-dedans, et c'est ce qui est difficile à entendre pour le législateur, c'est que au nom d'une efficacité,
vous avez contourné le vote de l'Assemblée nationale. Bon. Et ça, je dois dire que moi, qui en a délibéré, c'était un article, je me souviens très bien, on a délibéré longuement. Il y a déjà eu tous les y compris comment dire, les explications que vous avez données avaient été données par ceux qui étaient favorables à ces sous-amendements, qui étaient battus. Et donc, je continue à trouver que c'est compliqué de le défendre ainsi. Et pour répondre, pour aller plus loin de la question de Nicolas Sansu, je pense que, pour le moins, quitte après à demander à ce que nous le modifions dans la prochaine loi de finances en le défendant parce que vous le trouvez moins efficace, mais je trouve étonnant que ce texte, vous ne répondiez pas que vous allez appliquer la loi telle qu'elle a été votée. Parce que là, vous comprendrez qu'on a l'impression d'avoir été contourné, et encore une fois, au nom d'un avis du Conseil d'État qui était antérieur à la loi. Voilà. Donc moi, je continue à ne pas être, je comprends les explications où vous estimez que c'est finalement pas efficace. Ça, c'est votre droit, je veux dire. Et je suis sûr que vous l'avez fait par honnêteté, pas forcément pour céder aux pressions, etc. Mais vous comprendrez que pour le législateur qui a eu ce débat, c'est difficile à entendre. Voilà. Et je pense que la question du coup de Jean-François Husson reste plus que jamais d'actualité. Alors, Monsieur le Président, ce que je souhaiterais, et je demande à François de regarder cela, parce que là, entre le texte initial, le sous-amendement qui a été rejeté, le texte final, moi ce que j'aimerais comprendre, et c'est une vraie question, sur quel point précis de la loi telle qu'elle est promulguée, le BOFIP ne respecte pas cette loi. Pardon ? Et sur la partie de la loi qui dit quoi ? Parce que je veux dire, c'est... Sur certaines dérogations, la non-application de la non-application de la retenue à la source, qui avait été battue. Le sous-amendement prévoyait des dérogations qui ont été battues. Ah oui, ça a été battu. Et donc voilà. à la fin, voilà, c'est ça que j'aimerais... non, mais à la fin, monsieur le ministre, je vous dis ce que vous avez fait. Les services de Bercy ont appliqué ce qu'ils souhaitaient voir appliquer, sauf que c'était contraire à nos débats. Donc, voilà, j'en tire la conclusion. Ne cherchez pas, c'est ce qui a été fait. Et c'est problématique pour nous d'entendre ça, parce que je me rappelle de... C'est une décision de l'Assemblée qui avait été prise, et voilà. Et donc, je pense que... Mais il a été rejeté. Mais non, encore une fois, enfin, moi, ce que je l'avais regardé à l'époque, mais il faudrait regarder quelle est précisément la partie de la loi, et si effectivement il apparaît que il y a un élément de la loi que le BOFIP contredit, j'admettrai que nous avons un problème. Dans ces cas-là, je serais contente que si ça se vérifie, vous allez appliquer la loi. Je pense que ça serait une bonne réponse de cette audition. Alexis, pardon. Aurélien Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais le dire clairement. Là, ce dont on assiste et ce dont vous êtes en train de vous rendre compte en direct, c'est que vous, les services, ont été l'auteur d'une escroquerie à la fois démocratique et fiscale. Parce que la volonté du législateur, c'était de dire qu'il doit y avoir un impôt à la source qui soit retenu sur les dividendes pour empêcher le fait qu'on puisse avoir cette fraude fiscale. Cette fraude fiscale, vous reconnaissez qu'elle existe à hauteur de 4,5 milliards d'euros. Et ça vous a posé un problème qu'on puisse rendre automatique la retenue à la source. Vous l'avez même dit vous-même tout à l'heure dans votre exposé en disant « mais vous imaginez pas, si on fait la retenue à la source sur les 72 milliards de dividendes versés par le CAC 40, alors on ne va jamais s'en sortir ». Bah si, la réalité, c'est qu'il faut aller chercher l'argent sur les 72 milliards du CAC 40 avec une retenue à la source. Et que vous avez décidé d'en faire autrement. Et de fait, la conclusion derrière, c'est qu'avec la rédaction de votre texte d'application, eh bien, il y a encore plusieurs milliards d'euros qui juste ne peuvent pas être couverts parce que vous avez réintroduit une exonération. Ma question, elle est simple, c'est que le Conseil d'État, il avait formulé pour votre texte d'application une proposition. Cette proposition, c'était recommander d'écrire que la retenue à la source n'est pas due seulement si la banque ne peut pas connaître
l'intermédiaire, et non pas si elle ne le connaît pas. C'est l'impossibilité de connaître. Et ma question est la suivante, c'est pourquoi n'avez-vous pas retenu cette proposition de rédaction du Conseil d'État, et pourquoi avoir décidé une autre qui, et le président l'a rappelé, est contraire à la loi et donc coûte de l'argent à l'État et permet la fraude fiscale uniquement parce que des banques vous ont demandé d'agir, et vous l'avez dit, puisque vous l'avez même reconnu tout à l'heure, qu'il y avait eu beaucoup d'émois dans le secteur bancaire, que vous avez été très sollicité. La réalité, c'est que vous avez cédé aux intérêts financiers et que vous avez obéi aux demandes qui vous ont été formulées par des banques. Allez, monsieur le ministre, ça sera dernière. Oui, mais ce que vous dites est, totalement inacceptable. Il n'y a aucune escroquerie fiscale, monsieur le député, puisque, encore une fois, j'espère avoir démontré que toute fraude au CumCum peut être poursuivie, identifiée, et que nous avons déjà poursuivi pour 4,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas une petite somme, vous en conviendrez, et la possibilité de poursuivre les fraudes demeure. Donc, il n'y a pas de novation sur ce point. Après, il y a un sujet de texte sur le fait que notre compréhension, c'est que dès lors qu'il y a une condition à prélèvement de la retenue à la source, il n'y a pas obligation de le faire. Et je vais vous dire très simplement, s'il se trouve que nous avons tort et si le texte nous oblige à opérer cette retenue à la source, eh bien, je ne vois pas comment on échapperait à la mise en œuvre de la loi. Donc, simplement, ça n'est pas... Non, mais ça n'est pas notre compréhension du texte. Là, je pense que... Bon, attendez. Non, mais c'est le rescrit, non, mais très bien. Le rescrit ne peut pas modifier la loi. Et c'est un engagement que vous prenez là de respecter la loi, et vous allez voir que vous avez modifié la loi en fonction du sous-amendement qui n'a pas été voté. Vous allez le voir, vous allez le constater, monsieur le ministre. Donc j'entends votre engagement, ça me fait très plaisir. Je suis prêt, encore une fois, à regarder ce point, parce qu'il est absolument désiré. Après, effectivement, il y aura des conséquences, mais je veux dire, ça, c'est le problème de la loi. Et si c'est bien ce que nous impose la loi, le BOFIF n'a pas la capacité de l'éviter. Je le dis très tranquillement devant vous, ça me paraît une évidence. Très bien. Vous avez encore 3 minutes, donc exceptionnellement, je redonne la parole à Christina Rigui et à M. Tanguy, et on s'arrête là, mais vraiment très court par contre. Oui, je vous remercie pour cette avancée, Monsieur le Ministre, à l'issue de cette longue audition. Je veux que vous ayez bien en tête que, en fait, ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, au Sénat et en CMP, c'est à l'issue d'un groupe de travail qui a été constitué par des députés et des sénateurs qui sont impliqués sur ce sujet depuis très longtemps, qui connaissent le dispositif, qui en connaissent également la façon dont les banques détournent et dont effectivement il y a poursuite sur la fraude. Mais en fait, la proposition que nous avons faite, c'est pour qu'il n'y ait plus à rechercher la fraude, puisque du fait du dispositif mis en place, eh bien à ce moment-là, les banques ne pourront plus frauder. Et donc c'est bien dans ce sens-là que nous avons légiféré, c'est bien dans ce sens-là que nous souhaitons que soit poursuivi évidemment le texte et évidemment les adaptations. Parce que vous dites qu'il y a la fraude, elle est constatée, évidemment, mais compte tenu des moyens qui sont donnés à la Direction générale des finances publiques dans ce cadre-là, eh bien, je pense que le dispositif que nous avons prévu au niveau législatif sera bien plus efficace. Et dans un contexte d'attrition des budgets, je crois que vous aurez bien intérêt à le mettre en œuvre. Merci. Je laisse M. Tanguy poser la question, et comme ça, M. le ministre, je vous laisserai conclure. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, très rapidement, Monsieur le ministre, un droit de suivi par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, je reprends le fait que le rapporteur Husson ait dit qu'il ne se passait pas grand-chose visiblement depuis 2018. Donc, j'ouvre les guillemets. Les fonctionnaires de Bercy que j'ai auditionnés ont indiqué n'avoir reçu aucune commande du gouvernement pour lutter contre la fraude CumCum depuis 2018, et en particulier rien depuis la décision du Conseil d'État du 8 décembre 2023 qui avait mis en lumière la nécessité de légiférer pour combler les failles béantes dans notre dispositif de lutte contre ces montages. Et il ajoute que la Direction générale du Trésor, régulièrement interrogée sur la lutte contre les fraudes CumCum, a indiqué n'avoir produit qu'une seule note sur le sujet sur 7 ans. Donc ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Par contre, je suis désolé, la réponse ne correspond pas exactement à ces informations, Monsieur le ministre, sauf erreur. Allez, Monsieur le ministre, je vous donne la conclusion. Bien, sur le point de Monsieur Tanguy, le gouvernement ne passe pas commande au service du fisc. Et les services du fisc ont mandat pour lutter contre toutes les fraudes possibles.
Et que diriez-vous si vous découvriez que je donne des instructions au service du fisc? Vous seriez logiquement surpris ou en colère. Donc je vous confirme que, en tout cas, voilà, nous ne donnons pas d'instructions particulières. Eh bien, faudrait changer les textes dans ces cas-là. Mais tous les textes organisés à Bercy donnent une indépendance totale au service de lutte contre la fraude, et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, je reviens à l'article de la loi tel que la loi a été votée et promulguée, qui dit que les produits donnent lieu à l'application d'une retenue à la source, dont le taux est fixé, lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. C'est ça le texte. Donc la question, et je reviens à la base de ce que nous disons depuis le début, c'est que la contrepartie sur un marché réglementé, c'est la Chambre de compensation, qui est une entité française. Et donc, si le législateur, donc vous, souhaitez que toute transaction soit soumise à retenue à la source, il suffit d'enlever la partie, le membre de phrase, lorsque le bénéficiaire effectif n'a pas son domicile fiscal en France. Et dans ces cas-là, effectivement, la retenue à la source s'applique à toutes les transactions. Mais dès lors qu'il y a cette condition, il me semble, vous faites du droit appliqué devant vous en regardant encore une fois le texte voté, parce que à la fin, c'est ça qui est important et c'est ça qui doit s'appliquer. Et le texte voté, il met bien cette condition. Alors après, on peut avoir un débat s'il faut l'amender. Dans ces cas-là, je ressortirai les arguments que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, il me semble, à la lecture du texte tel qu'il est là, que nous sommes bien conformes à la loi, ce qui ne me surprend pas, puisque le texte a été écrit, encore une fois, après avis du Conseil d'État et après un travail très précis des services de Bercy qui n'ont pas pour habitude de trahir le mandat que leur donne le législateur. Non, mais en l'occurrence, ils ne les ont pas trahis, mais ils ne les ont pas appliqués. Donc je demande que réellement vous regardiez ce qu'on vient de dire et vous apercevrez que le sous-amendement a été battu, que l'article a été voté et que l'avis du Conseil d'État était antérieur. Donc il n'y a pas de raison de ne pas appliquer la loi. Mais j'ai entendu avec satisfaction que vous alliez vérifier. Et croyez-moi que je vais suivre ça avec attention. Vous me connaissez. Merci. Voilà pour cette audition d'Éric Lombard devant la Commission des finances, audition sous pression. Répondant aux dernières questions des députés, eh bien, le ministre a admis que tout mécanisme où il y a des flux financiers peut générer des fraudes, a-t-il dit, tout en réaffirmant que la lutte contre la fraude fiscale était l'une des priorités du gouvernement. Fin de cet épisode. À bientôt sur LCP.